Bonjour tout le monde, je reviens pour une nouvelle disparition qui se basera sur une disparition irrésolue de plus d'1 siècle. Alors ne regardez pas à ma tête, je viens de finir une journée de 6 heures de cours, donc je suis un peu fatiguée, mais à fond pour cette vidéo. J'essaie de faire des vidéos diversifiées qu'on ne connaît pas spécialement, alors cette histoire je l'ai vraiment bien dénichée. Je ne l'ai pas trouvée sur YouTube au niveau youtubeur francophone. Passons à la vidéo maintenant. Peter Ambroise Joseph Small, dit Ambroise Small, est né le 11 février 1866 à Newmarket dans l'État d'Ontario au Canada. Il naît de l'union de Daniel Small et d'Hélène Brazel qui ont tous les deux 20 ans. Il habitera jusqu'à ses 14 ans en Ontario à Newmarket, puis partira à Toronto. En 1880, sa famille et lui partent habiter à Toronto. Son papa devient le gérant, le patron du grand hôtel de la ville. 4 ans plus tard, donc en 1884, Ambrose a donc 18 ans et devient ouvrier, barman et ouvreur au Grand Opera House de Toronto. C'est un théâtre qui est juste à côté du Grand Hôtel où travaille son papa. Ambrose est aussi un joueur des courses de chevaux qui sont illégales et il gagne une belle petite fortune en faisant ces jeux. 5 ans plus tard, donc en 1889, une dispute éclate entre Ambrose et son patron, qu'il s'agit d'Oliver Shepard. À la suite de cette dispute, Ambrose est donc licencié et va même devenir le directeur du Toronto Opera House. Quelques années plus tard, sa maman décède et son papa va donc se remarier avec Josephine Corman, qui est la fille d'un riche producteur de bière qui s'appelle Corman. Ambrose Small devient donc un homme d'affaires. Avec sa fortune, il va donc racheter le Grand Opera House, qui est l'endroit où il a travaillé à 18 ans et où il s'est fait renvoyer 4 ans plus tard. Et pour sa petite vengeance personnelle, il va renvoyer son patron, son ancien patron, qui lui l'avait renvoyé aussi. Ambrose se bat pour avoir la première place de l'industrie théâtrale. Pour réussir, il va s'associer avec Clark Whitney, qui est aussi un homme d'affaires haut placé à Toronto. Celui-ci décède en 1902. Ambrose Small va donc en profiter pour acheter quelques théâtres qui appartenaient à Clark Whitney. 2 ans plus tard, donc en 1904, Ambrose va se marier avec la sœur de Joséphine. Joséphine, que je rappelle, est l'épouse du papa d'Ambrose, donc Daniel Small. Alors, il va se marier avec sa sœur qui s'appelle Teresa Corman le 6 novembre 1904. Leur relation n'est pas du tout rose, ils sont vraiment différents. Teresa aime l'art, les œuvres caricatives, aime voyager en Europe, tandis que son époux Ambrose, lui, est un vrai coureur de jupons. Il part plutôt pour des finances. Ambrose Small a même une chambre secrète dans son théâtre, le Grand Opera House, pour y inviter ses maîtresses. Teresa le sait étant donné qu'elle y est allée et elle a trouvé des lettres de ses maîtresses. Malgré ça, Teresa reste aux côtés de son époux. Ils ont même une magnifique demeure au district de Rosedale. Celui-ci se trouve à Toronto et ils n'ont pas d'enfants ensemble et font chambre à part. Je voulais donc parler d'Ambrose au début de sa carrière pour un peu comprendre. Maintenant, nous allons passer dans le vif du sujet. 15 ans plus tard, Ambrose décide de vendre tous ses théâtres à l'entreprise TransCanada car l'industrie théâtrale est en baisse parce que l'industrie cinématographique commence à monter. Il parvient à vendre tous ses biens le 1er décembre 1919
pour une somme de 1,7 million $. 1 million de dollars vont être payés par chèque sur place, tandis que les 700 000 $ vont être payés par un virement. Le jour suivant, soit le 2 décembre 1919, Ambrose et Teresa ont un entretien avec leur avocat qui s'appelle Monsieur Flock pour justement rencontrer l'entrepreneur de TransCanada qui s'appelle Monsieur Shaughnessy. Monsieur Shaughnessy donne alors le chèque à Monsieur Ambrose de 1 million de dollars. Teresa est donc partie à la banque qui est la Dominant Bank à 11h45 et retrouve son homme et son avocat, donc Monsieur Flock, à un restaurant pour y dîner. Après le dîner, Ambrose conduira sa femme à l'orphelinat de Saint-Vincent-de-Paul parce que celle-ci fait des dons et s'est portée volontaire pour y aller ce jour-là. Après, Ambrose a été acheter une voiture pour sa femme, une Cadillac, puis a été acheter des manteaux de fourrure, etc. Et est reparti à son bureau, à son théâtre, pour y régler quelques affaires. Et Monsieur Flock y était, donc son avocat. Il invite Monsieur Flock à souper chez eux pour continuer la discussion, mais celui-ci refuse étant donné qu'il a un train à prendre assez important. Monsieur Flock sort donc vers 17h30 du bureau d'Ambrose Small, mais plus personne n'a vu Ambrose depuis. On a donc la certitude que Monsieur Flock est la dernière personne à avoir vu Ambrose. Teresa annonce la disparition 2 semaines plus tard, étant donné que c'est un homme à femme. Elle s'est simplement dit qu'il était parti pendant 2 semaines faire ses affaires, mais pour elle 2 semaines c'est beaucoup trop long étant donné qu'il n'a pas pris de valise, il n'avait pas d'argent de poche sur lui, il n'avait rien du tout. Elle a donc décidé d'appeler la police 2 semaines après. Il y a eu une récompense de 500 $ pour celui qui sait quoi que ce soit sur Ambrose, mais il n'y a eu aucune piste concrète. Quelques jours plus tard, Teresa augmente sa récompense de 500 $ à 5000 $. Là, les pistes commencent un peu à surgir. Des personnes commencent à dire que Ambrose a été vu au Mexique, au Canada, à Boston, un peu partout. Des journalistes interrogent même Arthur Conan Doyle, excusez-moi pour sa prononciation, je ne sais pas du tout comment on le dit, mais donc c'est le créateur de Sherlock Holmes qui n'est pas loin du lieu de disparition parce qu'il se trouve à New York, pour savoir s'il allait un peu aiguiller l'enquête, un peu aider les policiers. Celui-ci se trouve intéressé, mais en fin de compte, il ne poursuivra pas cette enquête. La police essaie de décrypter les titres de ces scènes de théâtre, mais il n'y a aucun message. Par contre, une lettre a été envoyée à un commerçant de la ville. Celle-ci dit « SH Vieux Small jusqu'à demain matin. Ne le laissez pas partir en aucune circonstance. » Une enquête avait bel et bien été ouverte, mais aucune trace, aucun indice. Par la suite, le secrétaire d'Ambrose Small est le premier suspect. Il s'agit de Jack Dougherty, dit principalement James Dougherty. Celui-ci se plaint régulièrement de son salaire qui est fort bas et ça fait quelques années qu'il travaille avec Ambrose et se plaint régulièrement. Il disparaît peu de temps après Ambrose et a été vu pour la dernière fois à la Dominant Bank, donc la banque où se trouve le coffre-fort d'Ambrose, et celui-ci a pris 100 000 $. Il a été arrêté 1 an après dans l'état d'Oregon aux États-Unis. Il sera jugé au Canada et sera jugé coupable de vol. Quelque temps après sa condamnation, les policiers ont appris que James Dougherty parlait d'un complot pour kidnapper et même pour tuer Ambrose, mais il n'y a eu aucune preuve. Donc
et n'a pas été condamné pour meurtre ou pour kidnapping. Il sera donc condamné à 6 ans de prison. Les sœurs d'Ambrose, donc Gertrude et Florence Small, accusent la police de Toronto de complot parce que l'enquête n'avance pas du tout. Les caves du manoir, les caves du Grand Opera House, les ravins ont été fouillés. Il n'y a aucune trace d'Ambrose Small. Gertrude et Florence engagent même un détective privé, John Brouty, mais celui-ci ne trouve absolument rien du tout. Il leur parle juste d'un petit complot avec Teresa. Apparemment, Teresa est dans l'affaire, mais n'en sait absolument pas plus. Finalement, en 1923, donc 4 ans plus tard de la disparition d'Ambrose, la Cour suprême d'Ontario déclare Ambrose Small mort. La Cour suprême va respecter le testament d'Ambrose. La plus grande partie de son domaine repartira dans les mains de Teresa, qui partira, elle, avec une petite fortune de 2 millions de dollars. Teresa décède le 14 octobre en 1935 et va donc léguer toute sa fortune aux institutions catholiques. 1 an après son décès, une enquête a été ouverte étant donné qu'une lettre avait été trouvée écrite par les mains de Teresa en disant que c'était la meurtrière de son époux, mais celle-ci est totalement fausse. En revanche, une lettre a été envoyée à une des sœurs d'Ambrose. Celle-ci a été signée par Ruther, soi-disant le meurtrier d'Ambrose. Je vais vous lire la petite lettre. Le pauvre Ambrose a été tué le 2 décembre 1919 et je sais qu'une partie de son corps, la malle, a été enterrée dans le dépotoir du ravin de Rosedale et d'autres parties du corps ont été brûlées dans la fournaise du Grand Opera House. Vous serez surpris, mes chères Florence et Gertrude, pour apprendre que je suis le plus responsable de la mort de votre frère. Dieu me pardonne, Ruther. En 1960, la police de Toronto annonce officiellement la fermeture de l'affaire Ambrose Small. L'affaire Ambrose Small demeure l'affaire la plus emblématique canadienne à ce jour. Voilà, la vidéo se termine. Encore désolée pour le son et de l'image aussi, parce que l'image se dégrade au fur et à mesure de la vidéo étant donné qu'il fait noir maintenant. Comme je le disais, j'ai passé une journée de 6 heures de cours, donc il est un peu tard en ce moment, surtout en hiver, les heures de journée sont très courtes, donc je m'excuse encore. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et faites attention à vous.